Je crois que c'est à eux de rappeler ce qu'ils ont subi, ce qu'ils vivent, et pourquoi les propos de Mélenchon sont pour eux injustifiables. Aucun d'entre eux, 3 ans après les faits, n'a ces blessures consolidées. Ils souffrent tous d'invalidité à des taux extrêmement élevés. Ce sont des gens qui ne voient pas la lumière au bout du tunnel. Chaque jour qui passe, ils sont absolument assaillis par des pensées qui leur font regretter d'être sortis vivants du festival Nova. Et dans le même temps, on a un type sur un tonneau, sur une estrade, qui vient leur expliquer que ce sont des oppresseurs et que la forme de combat qu'on a adoptée à leur égard est peut-être justifiable. C'est à eux de porter plainte avant tout. 3 victimes françaises des attaques du 7 octobre ont décidé de saisir la justice française. Justement, elles ont déposé une plainte contre Jean-Luc Mélenchon pour apologie du terrorisme, estimant que plusieurs de ses déclarations publiques minimisent ou justifient même les massacres commis par le Hamas. Pour comprendre les raisons et les enjeux juridiques de cette procédure, nous sommes heureux de recevoir leur avocat, l'avocat de ces 3 victimes françaises, Maître Nathanaël Machter. Bonjour Maître, merci d'être avec nous ce matin sur Studio Qualita. Bonjour. D'abord, je voudrais savoir qu'est-ce qui a poussé, pourquoi vous avez décidé de déposer cette plainte. Quelles sont les déclarations ou les éléments qui ont déclenché justement cette plainte et qu'est-ce qui a non, je reprends. Tout d'abord, Maître, qu'est-ce qui vous a poussé à déposer cette plainte justement maintenant? Est-ce qu'il y a eu des déclarations ou des éléments qui ont déclenché cette plainte précisément? Mais depuis le 7 octobre, on constate un effet paradoxal, c'est que la parole de justification des actes terroristes et des massacres s'est en quelque sorte fortifiée et libérée. Comme si l'exemple des horreurs commises par les djihadistes du Hamas devenait le pôle de référence de la jeunesse insurgée d'Europe, et un certain nombre de gens se sont fait le relais de ce type de discours, de rhétorique qui est extrêmement inflammable et dangereuse parce qu'elle vise à transformer des actes de terreur et des actes d'horreur en un vecteur politique justifiable et justifié. Et en faire le modèle des luttes de demain. Autrement dit, le djihad servirait de point de référence à la jeunesse insurgée d'Occident. Alors, on a vu jusqu'à présent pas mal on va dire, de second couteau. Cette expression n'est pas très flatteuse, mais disons qu'elle décrit, par exemple, le rôle de militants comme Anas Kazib, qui est un ancien cheminot, un syndicaliste, qui s'est un petit peu radicalisé au fur et à mesure de ces solidarités pro-palestiniennes et qui a été jugé vendredi dernier, donc il y a une semaine, devant le tribunal judiciaire de Paris, pour des propos où il vantait la résistance palestinienne. C'était des propos tenus au lendemain d'octobre 2023. Et Jean-Luc Mélenchon, jusqu'à présent, était resté relativement prudent, mais campagne électorale avançant, il est bien obligé, d'une certaine façon, de courir après les éléments les plus radicaux de son parti. On l'a vu récemment s'afficher en soutien à Raphaël Arnault, qui, je le rappelle, est le dirigeant d'une organisation de type milicienne qui s'appelle la Jeune Garde, et qui est impliqué, lui, sans doute, et en tout cas son organisation, dans des rixes et dans des actions extrêmement violentes, dont celle ayant coûté la vie d'un homme récemment. Donc, il s'affiche auprès de ce personnage en expliquant que son mouvement, la LFI, fait un avec la Jeune Garde, et puis il s'affiche aux côtés de Anas Kazib, là, récemment, donc. Et dans le fond, sa rhétorique glisse, s'aligne progressivement sur les éléments les plus radicaux. Et c'est ce qu'on a constaté vendredi dernier. Puisque si vous voulez bien, je peux vous rappeler les propos. Enfin, ils ont été largement... Oui, rappelez-nous parce que c'est important. Ouais. Ce sont des propos qui s'articulent en 2 parties. Et les 2 parties sont solidaires l'une avec l'autre. Dans la première partie, il dit « Personne chez nous ne se réjouit du terrorisme ». Ouais. À supposer que les attaques du 7 octobre soient du terrorisme. À supposer que ce soit du terrorisme. Ce qui veut dire que, en réalité, ça ne l'est peut-être pas. Il jette un doute sur la nature terroriste de ces attaques.
à supposer que ça le soit, c'est-à-dire qu'on peut discuter si ça l'est. Et puis, dans la suite de cette phrase, immédiatement après, il ajoute, et c'est là qu'il commet, à mon avis, le délit d'apologie du terrorisme, il dit parce que la question de la forme de résistance qu'on oppose à une oppression ou à une occupation se discute. La forme de résistance, donc il pose bien le terme de résistance pour décrire l'action du Hamas, terme de résistance qu'on oppose à une oppression ou à une occupation. Et c'est là que la chose se complique dans son propos, parce que, évidemment, ça fait d'une part des attaques du 7 octobre, donc une forme de résistance à l'oppression et à l'occupation, donc ça la justifie, voire même ça la glorifie, parce que le terme de résistance en France c'est pas un terme neutre. Résistance, ça renvoie aux actes de résistance de la Seconde Guerre mondiale, et donc c'est nimbé évidemment d'une appréciation à la fois de courage et de valeur dans le combat face au plus grand nombre. Donc c'est déjà extrêmement flatteur. Et puis qu'on oppose à l'oppression ou à l'occupation, évidemment ça vise Israël, mais l'oppression, c'est une notion beaucoup plus vague et beaucoup plus large. Et ça peut s'appliquer à beaucoup de choses. Autrement dit, il est en train de transformer le terrorisme en une modalité de combat. Et d'ailleurs, c'est ce qu'il dit un petit peu plus loin dans son discours, puisqu'il dit « ça ne veut pas dire que nous approuvions telle ou telle modalité de combat, telle ou telle méthode de combat. » Se protège quand même quelque part. Non, pas du tout, parce que ça veut dire que pour lui, ce sont des méthodes de combat. Et que donc, certaines peuvent être... elles doivent être dosées et adaptées. Autrement dit, il est là en train de nous expliquer que pour lui, certaines méthodes de combat sont justifiables, comme les attaques, et d'autres ne le sont pas selon la forme d'oppression. Mais c'est là une casuistique extrêmement dangereuse, et qu'il justifie donc sur le territoire national en France, et qui a vocation à s'appliquer pas seulement en Israël. C'est-à-dire que sa rhétorique concerne aussi bien demain ou aujourd'hui la France. Et quand on sait que la France est dans une situation politique extrêmement instable, délicate, que des oppositions communautaires ou idéologiques deviennent extrêmement violentes et inflammables, par exemple, une frange importante de son parti décrit la répression policière ou l'action de la police comme meurtrière, la police tue, c'est une antienne qu'on entend constamment, ou bien décrit l'action de l'État comme une islamophobie d'État. Autrement dit, c'est très convergent avec tout un discours décolonial en France ou de souvenirs de la colonisation qui tente de susciter un certain nombre d'insurrections idéologiques et identitaires d'une partie de la population française. Si vous justifiez que le terrorisme peut être une forme de résistance à l'oppression, demain, n'importe qui, peut-être pas lui, mais d'autres, pourront expliquer que des actes violents sur le territoire national français sont des formes de résistance à l'oppression. Autrement dit, le crime n'est plus le crime, l'horreur n'est plus l'horreur, elle dépend de, qui la juge, et de qui la subit. Alors, c'est tout à fait ennuyeux. Alors, c'est un élément que vous avez bien sûr présenté devant le tribunal, mais Jean-Luc Mélenchon est loin d'être un imbécile, et je suppose que lorsqu'il sort ou dit des choses, des déclarations, c'est très réfléchi et il sait exactement où il veut y aller. Est-ce que vous pensez que dans ce cas, c'était quelque chose qu'il a voulu faire passer comme message ? D'abord, il y a c'était volontaire. D'abord, ils veulent faire passer comme message à long terme. Autrement dit, ils se préparent à justifier et à diriger l'État insurrectionnel qu'ils préparent en France. Et dans le fond, avant de libérer l'action, il faut libérer les esprits dans sa méthodologie révolutionnaire. Donc, libérer les esprits, ça veut dire libérer les esprits contre les entraves. Jusqu'à présent, on vous entrave. On vous empêche de penser, par exemple, que Israël opprime les Palestiniens. On vous empêche de penser que les Juifs, à travers le CRIF et d'autres organismes, mènent des actions nocives et contraires à l'intérêt de la France ou des classes populaires ou de ce que vous voulez. Donc,
il s'agit de lever d'abord ces entraves à la pensée. Mmh. Et c'est ce qu'il fait dans ses discours. La loi nous empêche de penser, la répression nous empêche de penser, et cette loi et cette répression est dirigée par les juifs et des agents d'influence étrangère. C'est ce qu'il dit dans son discours. Et la seconde étape, ce sera de libérer l'action. Autrement dit, une fois que vous aurez libéré la pensée, vous libérez l'action et vous aurez des actions violentes sur le territoire national qui seront justifiées par avance par quelqu'un qui organise cette insurrection. Bon, alors c'est bien là que l'apologie du terrorisme devient une forme qui est préalable, en quelque sorte, à des actions violentes à venir. Alors, c'est ce que vous allez présenter, je suppose, devant le tribunal. C'était important aussi pour vous que cette plainte soit déposée par des victimes de citoyenneté française? Mais elle ne peut être déposée que par... D'abord, il faut que les gens qui déposent cette plainte aient un lien, évidemment, avec la France. Et là, ce sont des Français et qui ont été extrêmement choqués, meurtris. Et mais ça aurait pu être déposé aussi par des associations ou des groupes de soutien aux victimes, non? Mais non, mais je ne crois pas. Je crois que ça doit être déposé par ceux qui ont souffert dans leur chair directement des attentats terroristes du 7 octobre 2023. Je crois que c'est à eux de rappeler ce qu'ils ont subi, ce qu'ils vivent, et pourquoi les propos de Mélenchon sont pour eux injustifiables. Vous savez, là, ces victimes-là, moi dont je m'occupe, aucun d'entre eux, 3 ans après les faits, n'a ces blessures consolidées. Ils souffrent tous d'invalidité à des taux extrêmement élevés. Leur vie quotidienne est quasiment impossible, leur vie intime impossible, leur vie professionnelle rendue impossible. Ce sont des gens qui ne voient pas la lumière au bout du tunnel. Chaque jour qui passe, ils sont absolument assaillis par des pensées qui leur font regretter d'être sortis vivants du festival Nova. Et dans le même temps, on a un type sur un tonneau, sur une estrade, qui vient leur expliquer que ce sont des oppresseurs et que la forme de combat qu'on a adoptée à leur égard est peut-être justifiable. C'est à eux de porter plainte avant tout. Ouais. C'est pas à des professionnels d'associations, etc. Non, c'est à eux. Et ils l'ont fait, donc tant mieux. Alors concrètement, maître, quelles sont maintenant les prochaines étapes de cette procédure? Le parquet peut-il classer sans suite ou ouvrir une enquête? Comment ça va se passer? Le parquet en France a l'opportunité de poursuite, donc il est souverain. C'est le parquet qui décidera si d'abord ils ouvrent une enquête. Et puis ensuite, s'ils poursuivent au terme de l'enquête Mélenchon devant un tribunal, et ensuite ce sera au tribunal correctionnel de dire si, d'après les juges, ce sont des faits qui suscitent une criminalité politique. Donc le process peut être assez long. Ceci dit, dans la mesure où Jean-Luc Mélenchon s'aligne complètement sur Anas Kazib dans ses propos et que Anas Kazib a été poursuivi devant le tribunal correctionnel, je ne vois pas pourquoi le parquet poursuivrait le petit gars des banlieues qui se solidarise avec le palestinisme ambiant et pas le grand chef blanc qui organise pour le plus grand nombre ce type de pensée. Donc je ne comprendrais pas trop que les petits soient poursuivis et que le puissant ne le soit pas. Très bien. En tout cas, on suivra de très près cette affaire et ce procès s'il a lieu. Maître Nathanaël Machter, qui est donc l'avocat des 3 victimes françaises des attaques du 7 octobre qui ont décidé de saisir la justice contre Jean-Luc Mélenchon. Merci beaucoup d'avoir été avec nous ce matin et bonne journée à vous. Merci beaucoup.